Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique avec aujourd'hui un débat sur le débat, le grand débat national décidé par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des Gilets jaunes, consultation qui doit débuter le 15 janvier, donc dans 2 jours. Comment, pourquoi faire, avec quelles conséquences? Nous allons poser ces questions à nos 4 invités. Bonjour Vincent Guinet. Bonjour. Vous êtes créateur d'un groupe Gilets jaunes en Côte d'Or. On vous avait invité en novembre, au tout début du mouvement. Sébastien Mirec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le référent de La République En Marche pour le département de la Côte d'Or. Ludovic Rochette, bonjour. Bonjour. Président des maires de Côte d'Or, maire Les Républicains de Brognon, 300 habitants. 312. 312. Et Jean Vigreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, enseignant à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, spécialiste, entre autres, du Front populaire de mai 68, histoire, on verra, de trouver ou pas des correspondances avec ce qui se passe. Avant le débat lui-même, il y a déjà, pour l'instant, la crise marquée encore par quelques violences hier, en tout cas par une tension extrême dans le pays. Vincent Guinet, vous faites partie de ceux qui se sont mobilisés au départ, mi-novembre, contre l'augmentation des prix du carburant pour le pouvoir d'achat, on s'en souvient. On peut dire que les tensions sont extrêmes avec l'extérieur, mais aussi au sein du mouvement, on ne va rien cacher, on s'en est parlé avant cette émission. Vous-même, vous avez dû subir un certain nombre de, on va dire, de violences. Comment vous jugez l'évolution de ce mouvement ? Bien, tout d'abord, effectivement, on sent une division au sein même des Gilets jaunes. Entre les pacifiques et les entre guillemets violents et ceux qui se joignent à la partie qui ne sont aucunement gilets jaunes mais qui tirent de ce mouvement-là du profit, on va dire, à les casser, à les voilà, déjà là c'est le souci qu'on rencontre au sein des gilets jaunes. Ensuite il y a les soucis également sur les réseaux sociaux parce que personne ne veut de représentants, mais tout le monde veut se faire entendre. On ne peut pas rentrer tous dans aller porter notre message, c'est pas possible, on est trop nombreux en France. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de structure. C'est ce qu'on essaye de faire, et la tâche n'est pas simple. N'est pas facile. On va en parler, on va voir comment ça va s'intégrer avec éventuellement ce grand débat. Vincent Mirec, Vincent. Un pays en état de siège tous les samedis, une vie nationale totalement figée, c'est un constat d'échec pour les marcheurs, pour Emmanuel Macron. Sébastien Mirec. Merci. Ouais. Non, absolument pas. Il faut qu'on repasse de ce temps hystérisé, il faut qu'on passe à un temps de dialogue, c'est extrêmement important. Il faut vraiment qu'on réinstaure le dialogue. Et le grand débat, il est là pour ça. Et on va s'inscrire dans cette démarche, alors en tant que marcheur, en tant que citoyen surtout, pour pouvoir débattre tous ensemble et trouver des solutions. Avant qu'on parle vraiment du grand débat, quand même, vous vous êtes engagé derrière Emmanuel Macron, mais, 1 an et demi après son élection. Est-ce que vous vous attendiez, quand il gagne l'élection présidentielle, à ce qu'on se retrouve à un moment du pays où il va falloir organiser un débat pour sortir d'une crise qu'on n'a jamais, enfin peut-être jamais vue dans ce pays ? Pas forcément, mais en fait, on est probablement à un tournant sociétal pour construire une société de demain, et on a toujours été dans l'écoute et on le sera encore. On a fait des concertations, le programme présidentiel a été construit par rapport à la Grande Marche, il y a eu un diagnostic, une écoute qui a été fait et une co-construction. Et on va rentrer encore dans cette phase-là avec ce grand débat. Donc on affronte cette crise, il faut être responsable et on le restera et on le sera et on participera activement par rapport à ça. Jean Vigreux, l'historien, voit quoi en 2018 ? Il y voit une révolte du pouvoir d'achat, il y voit une crise de société, une crise d'institutions, ou une insurrection qui cherche à renverser le pouvoir ? Il y voit plusieurs choses. D'abord, on essaye de comparer avec le passé. Ouais. Il y a un référentiel du mouvement des Gilets jaunes à la Révolution française, assumé, voulu, mais c'est peut-être différent. Il y a un référentiel parfois à 1968. On a vu des Gilets jaunes, j'ai fait 68, je fais 2018. Sauf qu'il y a des différences. Il y avait de grandes organisations en 68 comme la CGT qui le 13 mai lance le mouvement. Là, on n'a pas d'organisation, ça vient d'être dit. C'est un peu différencié, pluriel, polymorphe. Et il y a différentes choses. En revanche, ce qui surprend et ce qui est important, c'est que des gens qui ne prenaient pas la parole prennent la parole. Et là, il y a un référentiel à 1789, là, il y a un référentiel à 36, là, il y a un référentiel à 1968. Mais après, quel débouché on donne ? Il faut une sortie de crise. Toute crise doit avoir à un moment donné dans la conflictualité, il y a le temps du conflit, la chronologie du conflit, le registre d'action, et il y en a plusieurs. On aime bien montrer les violences, mais il n'y a pas que des violences. Oui, le débat de fond, c'est celui de l'égalité. Et celui-là, il était de 1789. Sur l'impôt, tout le monde voulait payer l'impôt. Parce que qui payait l'impôt, c'était le tiers-État, c'était le peuple, et pas les privilégiés. Et on crée la citoyenneté française, et ça c'est fondamental, sur l'impôt pour l'intérêt général.
Et donc le mouvement, là, réveille, me semble-t-il, quelque chose de profond dans le modèle républicain. On va voir si ce grand débat peut être la sortie de la crise que vous évoquez. C'est une sortie, mais il peut y en avoir d'autres. Ludovic Rochette, c'est quoi le sentiment des maires ruraux en particulier? On sait que beaucoup de maires ont ouvert des cahiers de doléances, on dit nous on va reprendre ce rôle peut-être qu'on nous avait confisqué de corps intermédiaires. C'est quoi votre sentiment? C'est que c'est une crise de quoi? Du fait qu'on n'a pas écouté les campagnes, qu'on vous a confisqué quelque chose? C'est plus profond que ça? Vous le voyez comment? Alors c'est vrai que les maires ont été l'année dernière un peu des lanceurs d'alerte, parce qu'on a prévenu. Lorsque les députés ont été élus en 2017, on les a réunis et on les a prévenus. On leur a dit attention, il va se passer quelque chose. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Alors on ne va pas refaire l'histoire. On est dans une situation qui est aujourd'hui très compliquée, qui nécessite de la cohésion, mais qui nécessite, on le voit très bien, de la proximité. Dans les études, on voit bien que les maires sont encore, et leurs conseils municipaux sont encore les seuls élus qui ont de la considération. Alors certes, le grand débat, c'est l'État qui va l'organiser. Les municipalités, les maires vont avoir un rôle à jouer, je pense, au moins de facilitateur, et puis essayer de permettre une cohésion dans notre nation, parce que il manque vraiment cette proximité dans notre nation. On a voulu faire toujours trop gros, toujours plus loin. Mais aujourd'hui, on voit que la proximité elle est indispensable pour qu'on retrouve un peu tous nos esprits. De votre point de vue, c'est récent, c'est ancien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'habitude dans notre vie politique, y compris quand on parle de décentralisation, de dire la droite dit c'était la faute de la gauche dit c'était la faute de la droite. Tous ces partis s'étant succédés au pouvoir, est-ce qu'on peut admettre aujourd'hui qu'il y a une co-responsabilité dans cette crise de société? Il y a eu une accélération, ça c'est très clair. Mais effectivement, on ne va pas refaire l'histoire immédiate des collectivités locales. Mais non, la loi Notré a été manifestement un accélérateur parce qu'on a voulu, je le répète, vouloir faire des collectivités de plus en plus grosses et de plus en plus éloignées des citoyens. Emmanuel Macron a donc annoncé ce grand débat. Il avait aussi d'ailleurs annoncé 10 milliards de mesures d'urgence, mais on n'en parle plus tellement en ce moment. C'est la Commission nationale du débat public qui intervient régulièrement pour des débats importants, qui doit chapeauter ce débat. On se souvient par exemple qu'en Bourgogne, elle avait travaillé sur la RCEA, sur les questions qui étaient posées sur la privatisation de la RCEA. Vincent Guinet, est-ce que c'est, de votre point de vue, la bonne solution pour répondre à ce qui se passe? Le grand débat? Ouais. Est-ce que, puisque c'est le thème de notre émission aujourd'hui, et puis c'est vraiment notre question, est-ce que c'est ce qu'il faut faire, donner la parole aux gens, leur permettre de s'exprimer? C'est clairement ce qui est demandé par les Gilets jaunes, c'est d'être entendu. Et qu'on voit en face des résultats. On a l'impression, alors je vais parler peut-être plus en mon nom. Alors s'exprimer et être entendu, c'est pas exactement la même chose. Oui, parce que s'exprimer, je pense que c'est fait. Depuis le début du mouvement, on voit la colère qui monte dans la rue, on voit les fortes mobilisations des Gilets jaunes. En même temps, quand des Gilets jaunes demandent le départ du président de la République, c'est pas comme ça que ça va se passer dans la Ve République. Non. La colère, des fois, fait très certainement dire quelques bêtises. On peut crier Macron démission, etc. Je le conçois. On ne fait pas partir un président comme ça. Je rappelle que notre mouvement est apolitique. C'est important de le rappeler. C'est juste la parole du peuple. En face, maintenant qu'on s'est exprimé, il faut quand même des choses concrètes et il faut que le président et le gouvernement nous entendent. J'ai l'impression, comme la dernière fois, son passage télé, le président, là, c'est de la flûte. En quoi c'est de la flûte? Concrètement, pourquoi c'est de la flûte? Quand il propose, je le disais, 10 milliards de mesures d'urgence, augmentation du SMIC, des choses comme ça, est-ce que c'est pas assez pour vous? Non, il faut des choses concrètes. Il faut, quand on annonce 100 € pour le SMIC, etc. J'ai pas les chiffres parce que c'est pas mon boulot. Mais clairement, ça va intéresser très peu de monde au sein du mouvement. Enfin, au sein des Français même. Tout ce qu'il a pu annoncer là. Alors, on voit que c'est un pas. Mais c'est un pas, on vous donne de la main droite et on récupère de la main gauche. En tout cas, vous, dans votre participation au mouvement, vous allez participer à ce grand débat, vous allez essayer d'organiser des choses. Bien sûr. Vous y serez. Oui. Vous serez dedans. Oui, tout à fait. Et vous avez le sentiment qu'il y a une partie de Gilets jaunes qui ne souhaiteront pas être dedans, ou pas?
Ou que c'est une vraie demande générale, forte? Non, c'est une demande. Je pense que chacun s'intéresse aujourd'hui à comment faire monter le message. Et pour moi, c'est une bonne solution. Ouais. Forcément, vous avez prononcé le mot de cahier de doléances tout à l'heure, j'en dis. Oui. Voilà, donc ça fait très Révolution française, ça fait très. Oui, on a à l'imaginaire des États généraux, on voit comment on apporte, etc. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est pas le même contexte, c'est pas la même société. Il y a d'autres, depuis ce grand mouvement révolutionnaire, il y a eu une installation de la République avec des corps intermédiaires. Et ces corps intermédiaires, où sont-ils? C'est là la grande question. Et comment on s'adresse à eux? Comment on ne les méprise pas? Comment on ne les contourne pas? Il y a le rôle des syndicats, il y a le rôle des associations. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que maintenant les Gilets jaunes s'organisent en association. L'association de loi 1901, n'oublions jamais que c'est une des grandes conquêtes de la République qui a été faite contre l'Église. Est-ce que les corps intermédiaires... Je vous coupe parce que j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que les corps intermédiaires n'ont pas été aussi contournés parce qu'ils ne représentaient plus les gens qui aujourd'hui sont sur les ronds-points? C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi cette cause-là en réalité? Il y a les deux causes. Je n'avais pas terminé la démonstration. Il y a les enjeux, effectivement, que ces corps intermédiaires, peut-être pour certains, ne représentent plus la société. Mais c'est un temps long, c'est une colère longue et je pense qu'elle remonte à beaucoup plus longtemps que l'immédiateté. Là, bien sûr, il y a les enjeux d'un abandon fondamental d'un des grands symboles de l'ISF. Au moment où on dit à différentes personnes faites plus d'efforts, soyez plus participatifs à l'effort national, etc., on retaxe, on va dire les petits, et on apprend que le grand patron de Renault touche 45 000 € par jour, paye ses impôts aux Pays-Bas, etc. Donc là, il y a un enjeu d'injustice sociale et fiscale flagrant. Et ça participe de notre modèle républicain. En revanche, vous avez raison de dire, est-ce qu'on a une dégénérescence des organisations? Faut se poser la question, mais est-ce que par quelque chose n'est pas en train de remplacer quelque chose? Est-ce que par ailleurs, l'intérêt général, c'est la somme des individualités? Et là, on est sur un autre débat qui n'est pas simplement philosophique, qui n'est pas simplement social, mais qui est aussi d'organisation de la vie publique. Et on a évoqué tout à l'heure la logique de verticalité du pouvoir. Il faut aussi de l'horizontalité du pouvoir. On n'est pas que dans une logique verticale. Mais ça, c'est lié aux institutions de la Ve République. Sébastien Mirec, on a reproché à Emmanuel Macron d'avoir, on va dire, contourné les corps intermédiaires. C'est une façon, ce grand débat, ça peut être une façon de recréer ce qui a été contourné. Alors on se posait la question, contourné volontairement, contourné parce que ça n'était plus représentatif. C'est en tout cas quelque chose d'important de votre point de vue, ce débat. Je reviens juste sur un point, effectivement. Il y a eu dans les mesures d'urgence au niveau économique et social qui ont été annoncées au mois de décembre 10 milliards d'euros qui ont été annoncés et sur des mesures extrêmement importantes, notamment avec plus de justice sociale et qui était une des revendications des Gilets jaunes, notamment avec la taxation des grandes entreprises qui font des bénéfices en France, qui vont payer des impôts comme les GAFA, comme ces choses-là. Donc il y a eu des revendications qui ont été faites. Pour ce qui est du grand débat et de l'implication des corps intermédiaires, ils vont être impliqués parce que dans le grand débat national, il est annoncé et l'ensemble des corps intermédiaires pourront participer, à savoir les associations, les syndicats, des citoyens qui se manifesteront auprès de la Commission nationale du débat public. Donc chacun doit s'emparer de ce grand débat. C'est des revendications. On a vu avec les parlementaires vendredi dernier une centaine de gilets jaunes à leur demande. On a commencé le dialogue. Le grand débat n'est pas commencé. Attendons d'avoir la lettre du président de la République qui va arriver demain, la lettre aux Français, qui va cadrer ce grand débat, qui va nous donner et qu'on ait confiance et puis qu'on se mobilise par rapport à ça. Je pense que c'est extrêmement important. On doit réinstaurer le dialogue. Ça me paraît extrêmement important avec l'ensemble des corps. Et notamment les corps intermédiaires. Et dans les corps intermédiaires, il y a aussi les maires. Oui, c'est bien de s'en rendre compte. Ludovic Rochette. Vous allez, vous, par exemple, Brognon, si on vous le demande, vous allez organiser, on sait que les maires peuvent le faire, mais ils ne sont pas obligés de le faire. François Rebsamen a dit d'ailleurs ce matin sur Europe 1, lui à Dijon, il ne le fera pas, il s'y opposera pas, mais il ne le fera pas. L'AMF, l'Association des maires de France, a pris une position générale ou chacun fera comme il veut? Bien sûr, la position, c'est qu'on fait confiance à chacun des maires pour essayer d'aider comme il le peut ce débat. Alors, soit en l'organisant, soit en mettant à disposition des salles. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'État se rend compte enfin qu'il y a des représentants de l'État, mais aussi élus qui sont de proximité, qui ont été... comme beaucoup de territoires d'ailleurs méprisés à l'automne dernier,
Les maires sont là encore pour aider l'État, c'est notre rôle aussi. Un mot juste, je ne sais pas si vous le savez, Sébastien Mirec, les cahiers de doléances qui ont été ouverts dans les mairies, qui n'avaient pas une forme, on va dire, légale, enfin administrative, ça va être intégré au grand débat, on va en faire quelque chose, on le sait ou pas? Alors, sur les cahiers de doléances, il y a certains, ça a été remonté par l'Association des maires ruraux de France, il y a eu, ça participera à la contribution. Donc oui, après, sur le cadrage, notamment, nous, en tant que marcheurs de la République En Marche, on participera au débat aussi. Alors, le débat est un partisan organisé par la Commission nationale du débat public, mais en tant que représentant de la République En Marche, on organisera des ateliers d'idées avec des citoyens, avec des gilets jaunes, avec des marcheurs, pour avoir une contribution qui est là plutôt partisane sur les grandes choses. Ludovic Rochette, vous direz. Oui, et on a invité officiellement le président de la République. Les maires de Bourgogne-Franche-Comté ont invité le président. On espère qu'il viendra. Parce que dites-nous quand c'est, qu'on se prépare. Il a décidé de faire le tour des régions. On l'accueillera, à condition que ce ne soit pas une caravane publicitaire gouvernementale. Mais là encore, nous, on est prêts à ce dialogue et on a des solutions à apporter, notamment, par exemple, la question de la mobilité, qui est une question fondamentale pour le pouvoir d'achat aujourd'hui de nos concitoyens. Et qui était au départ du mouvement. Et en même temps... on sait qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes en ce moment, de syndicats, d'associations, sur de quoi on va parler. On a eu l'exemple du début de ce débat qui avait été lancé par le Conseil économique et social, où on a vu que c'est l'opposition au mariage pour tous qui était sortie en premier dans la volonté de discussion. Vous voyez ça comment, Vincent Guinet? Est-ce qu'il y a... Bon, on sait que le gouvernement a fixé 4 grands thèmes pour discuter. Est-ce qu'il y a le risque qu'un certain nombre de gens veuillent aller sur un certain nombre de sujets, bon, je pense à la peine de mort, on pense à des sujets comme celui-là, oui, parce qu'on dit beaucoup que l'extrême droite est présente dans ce mouvement et qu'elle essaie d'amener ces thèmes dans le débat. Mais que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, tous les partis sont présents dans le débat. Après, sans marquage plus fort d'extrême. Pas spécialement. Tous les partis sont dedans, tous les partis essayent de récupérer le mouvement. On rappelle que comme le mouvement c'est la parole du peuple, le peuple étant composé de gens de droite, de gauche, d'extrême gauche, etc. Pour ce débat-là, il faut qu'on reste tout de même concentré sur certaines questions, la principale étant le pouvoir d'achat. Donc qu'on règle déjà ce problème-là et ensuite on verra pour la peine de mort et le reste. Il vous semble important, Sébastien Mirec, de cadrer ce débat où il peut partir Alors, il y a eu un cadrage, il y a eu 4 thèmes qui ont été annoncés et qui seront probablement réévoqués dans la lettre aux Français qu'Emmanuel Macron va envoyer aux Français, qui sont la transition écologique, la vie quotidienne, on a parlé de la mobilité, de la démocratie, citoyenneté, de la réforme de l'État, des services publics. Donc il y a des grands thèmes effectivement qui sont notés, mais tous les sujets sont ouverts. Moi, je ne reviendrai pas sur des progrès sociétaux qui ont été faits sur des grandes questions. Voilà, c'est une nature progressiste. Donc, je ne reviendrai pas sur ces choses-là. Pour ce qui est des choses, on a parlé de la mobilité. Notamment, la loi sur la mobilité a été arrêtée comme sur la réforme des constitutions parce qu'on va attendre ce grand débat national pour revenir dessus, pour attendre les revendications des citoyens par rapport à ça. Et la mobilité est capitale pour notre territoire. Il y a effectivement besoin d'écouter les citoyens au plus proche, les maires. Sébastien Mirec, ça veut dire que le gouvernement s'est trompé quand il a décidé juste d'augmenter les taxes sur le gasoil en disant ça va être une mesure environnementale? Il y a une volonté de réécouter. Alors, il y a eu le président l'a même dit lui-même, il y a eu des erreurs qui ont été faites dans la communication, dans certaines choses. Mais il faut écouter les Français, il faut redialoguer sur ces points-là. La transition écologique, elle est extrêmement importante. On ne peut pas dire actuellement que ce n'est pas un problème. Il faut se l'emparer. Après, comment faire la méthode? Il faut revenir dessus. Et c'est l'objectif de ce grand débat. Donc, voilà, on est prêt à rediscuter, le gouvernement, le premier d'ailleurs, par rapport à ça, parce qu'effectivement, une des revendications qui revient, même s'il y a eu déjà des avancées qui ont été faites, c'est le pouvoir d'achat. C'est comment on répond aux interrogations et au quotidien des Français. Les réformes, le quotidien des réformes qui sont enchaînées n'est pas le quotidien des Français. Donc c'est à nous aussi de leur travailler. Oui, c'est que les 4 thèmes que vous évoquez, c'est une sacrée autocritique. Parce que si on prend le 4e thème, des services plus proches, plus efficace, c'est complètement à l'inverse de la politique qui a été menée depuis des années de vouloir supprimer les services justement de proximité. Donc là encore, on ne va pas refaire ce match.
mais les 4 thèmes posent vraiment question. Parce que est-ce que ce que les Gilets jaunes vous disent, c'est pas arrêter de faire le match, justement? Je le pense. C'est ça. Je le pense aussi. Mais ça veut bien prouver quand même que les associations d'élus n'étaient pas dans le faux, hein, et que si elles ont alerté, c'est peut-être que parce qu'on est en proximité, on sent ce qui se passe. Vous vouliez réagir sur un point, c'est-à-dire la logique aussi dans quoi et à quand s'installe ce dialogue. C'est important de trouver une sortie de crise, mais il ne faut pas non plus que ce soit simplement quelque chose qui soit factice, mais qu'on entende ce qui a été dit, qu'on entende une parole et qu'on ne méprise pas cette parole. Parce que depuis trop longtemps, il y a un mépris. Alors, on peut reprendre Casse-toi pauvre con, on peut reprendre les sans-dents, on peut reprendre les derniers de cordée, on peut reprendre les gens qui ne sont rien, les ouvrières illettrées. Ça fait quand même... c'est grave, ce discours. Et donc, il y a un moment, c'est le respect. Et donc, ce respect, il doit passer par une écoute, un dialogue qui doit déboucher, bien sûr, sur quelque chose. Parce que ça ramène à d'autres types de violences. Parce que jusqu'à l'heure, on présente la violence des casseurs, mais il y a une violence sociale. Il ne faut pas le nier. Il y a une violence légitime qui est celle de l'État. Et là, ces derniers temps, je trouve qu'il y a eu quand même aussi pas mal de syndicalistes ou même de gilets jaunes qui ont été condamnés à des peines très dures. Alors peut-être qu'il y a une loi d'amnistie à faire, hein, puisque dans toute crise de notre pays, on a pensé à l'amnistie, à la sortie. Alors moi, au-delà de la sortie, j'ai envie de prolonger avec vous, Jean Vigreux, puis les autres s'exprimeront aussi sur... Si on tient compte de ce qui ressort de ce débat et que donc la politique publique est orientée par ce débat, est-ce que c'est pas tout simplement la fin de la Ve République et la fin de notre système politique et que ça y est, c'est mûr et il faut passer à autre chose? D'abord, la Ve République, ça fait un moment qu'elle est en crise, qu'on le veuille ou non, même si elle dure depuis longtemps. Il y a eu plusieurs propositions ces dernières années sur une 6e République. On va dire pour baliser pour tout le monde que dans votre parcours politique, vous avez aussi été proche d'Arnaud Montebourg, Jean Vigreux. Donc la 6e République, c'est un thème qui joue. Voilà. J'assume totalement cet engagement il y a très longtemps, qui n'est plus maintenant pour plein de raisons, etc. Mais je l'assume. Mais en revanche, il faut aussi dépasser... le modèle républicain, c'est quoi? Le grand modèle républicain en France, depuis la Révolution, on l'a évoqué tout à l'heure avec les maires, le 1+1 égale 1. Ça, c'est fondamental. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Une commune plus une commune, un canton plus un canton, un département plus un département, un État-nation. Et on était à la fois dans une logique verticale et horizontale. À un moment donné, elle s'est perdue sous la Ve République. Il y a eu les lois de décentralisation très importantes qui ont été faites au début des années 80. Et il faut un autre acte de la décentralisation pour que les citoyens soient effectivement entendus. Mais la grande question, c'est pas simplement être seul en Europe, c'est de le penser aussi à l'échelle européenne. C'est-à-dire que si vous menez une politique qui dépend simplement de quelque chose qui vient, alors on va dire d'ailleurs, il y a une contrainte budgétaire importante qui aujourd'hui dépend des logiques tout simplement de Maastricht et de la suite de Maastricht. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est pas un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps pour éviter la montée des nationalismes comme on a partout en Europe, et pas simplement en Europe, au Brésil, pourquoi pas même aux États-Unis. Donc la logique, elle est d'écouter la souveraineté populaire. Et ça, c'est vrai que ce débat met au cœur la question de la souveraineté populaire. Qu'est-ce que la souveraineté? Et ça, c'est fondamental. Vincent Guinet, comment ce serait réussi un débat pour vous? C'est-à-dire... il faut que des choses changent réellement dans le pays. Il faut que vous attendez quelque chose de concret qui doit sortir de ce débat. Comment vous jugerez, vous, la réussite ou pas et l'efficacité? C'est difficile comme question. Ouais, la question n'est pas simple. On va le juger tout simplement quand la fin du mois ne commencera pas le 15, justement. Ça va être rapide. Si les mesures qui sont prises et annoncées sont concrètes, en effet, le mouvement... on peut bien s'imaginer qu'il va s'atténuer. Est-ce que vous voulez d'ailleurs qu'il continue pendant le grand débat ce mouvement des samedis, hein, puisque c'est devenu un rite en France Bien sûr, mais j'ai une question. Moi, on attend, qu'attend le gouvernement pour stopper les actes? Là, on en est à l'acte 9, je crois, 10, 11, 12. À un moment donné, il va falloir quand même se réveiller. C'est pas le gouvernement qui décide de défiler, c'est vous qui décidez de défiler, c'est pas lui. C'est qui a organisé le mouvement des Gilets jaunes? Je regrette, mais c'est quand même le président. Pardon. C'est lui qui organise ce mouvement. C'est lui qui a mis le peuple en colère. Et c'est à lui de prendre les mesures pour calmer toutes ces tensions. Donc en écoutant son peuple et surtout en tenant compte de ce qu'il dit, de ne pas prendre ça à la légère. Sébastien Mirec, ça va s'évaluer comment? C'est-à-dire combien de mesures, parce qu'il va y avoir énormément de choses dans ce débat. Ça va être énorme, ça va être gigantesque.
On a du mal. En fait, on a du mal à l'imaginer, ce qui peut ressortir de ça. On va voir comment ça va se passer. Et en fait, en pratique, chacun va pouvoir remonter ses informations, ses doléances. Donc, c'est important de le faire. C'est important d'y participer. Après, il y aura, tout sera entendu, tout sera écouté. Et puis, il y aura un diagnostic qui sera fait comme on l'a fait auparavant avec le programme présidentiel. On a toujours fonctionné comme ça. Et est-ce qu'il devra se valider politiquement, ce diagnostic? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, éventuellement, d'une dissolution de l'Assemblée nationale, de quelque chose comme ça, parce que il va falloir le valider ou en tout cas le calibrer démocratiquement. Je vais pas présager des conclusions du grand débat avant de l'avoir commencé. Participons à ce grand débat national. Allons donner nos doléances, nos idées, échangeons ensemble et trouvons des solutions ensemble. Après, il y aura des décisions peut-être politiques à faire, mais là, moi, je reste à ma place, en tout cas de citoyen, et je participerai comme d'autres et le maximum de personnes. Après, sur l'organisation, comment ça se fera pour les décisions, faisons confiance aussi. Il y a de la transparence, de la partialité. Faisons confiance aux choses et participons à ce grand débat national. Ludovic Rochette, Oui, il faut que la République entame encore, je pense, une nouvelle phase de décentralisation, s'appuyant sur les élus municipaux, parce que les élus municipaux, les maires, ce sont quasiment aussi des bénévoles. Ce sont des gens qui bossent aussi, qui ont un métier à côté de leur mandat. Là, vous nous faites un plaidoyer pour les maires à nouveau. Là. Oui, Ouais. et de la proximité. Et puis, deuxièmement, et ça sera peut-être... Vous entendez la musique? Ça prend un peu de temps, mais c'est aussi une alternative politique démocratique. Et ça, c'est très difficile à y répondre aujourd'hui. Voilà, c'est ça. N'oublions pas le RIC. Le débouché politique de ce qui va se passer. Merci à tous les quatre. Je suis obligé d'arrêter ce débat. C'est terminé, mais il va bien sûr se prolonger dans les semaines qui viennent. Merci d'avoir participé à notre débat. Tout de suite, vous retrouvez la partie nationale de Dimanche en politique. Au revoir et bon dimanche.